Nous devons décoloniser notre esprit, nous n'avons pas besoin de Macron. Nous n'avons pas besoin d'un président pour nous dire, en Afrique, comment nous pouvons faire notre propre paix. La histoire de ce que nous connaissons maintenant comme la République démocratique du Congo est une histoire qui est longue et qui a plusieurs détournements. C'est important de contextualiser cette histoire pour que nous puissions comprendre et apprécier ce qui se passe maintenant. Le Congo, comme nous le connaissons aujourd'hui, a été établi par le roi Léopold de la Belgique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Africains avec plus de 450 nationalités. Nous devons aussi nous rappeler que c'est le même roi Léopold de la Belgique qui était le premier derrière la conférence de Bali en 1884 et en 1885, pendant lesquelles nous connaissons les frontières actuelles des États africains. Mais pendant ce même temps que Léopold établissait l'État libre du Congo, les Allemands sous Bismarck, en 1880, ont aussi établi une présence dans ce qu'est aujourd'hui la Tanzanie, la Tanganyika et le Rwanda-Urundi, que nous connaissons maintenant séparément comme le Rwanda et le Burundi. Lorsque les Allemands ont perdu la guerre, ce qui est normalement décrit comme la Première Guerre mondiale, mais que j'ai préféré appeler la Première Guerre européenne tribunale, ce qui s'est passé, c'est que le Rwanda et le Burundi sont devenus les territoires de la Belgique. Donc l'origine du conflit que nous voyons aujourd'hui dans le DRC a été plantée dans ces temps-ci par le roi Léopold de la Belgique, qui a été renforcé à Berlin en 1884 et en 1885. Il y a un magnifique livre écrit par la Nigérie, qui s'appelle Deke Adbajo, en 2010, qui s'appelle L'âme de Berlin, l'Afrique après la guerre froide. C'est important pour nous d'avoir cette histoire pour appréhender ce qui est maintenant connu comme le conflit qui pète le Congo. Certains disent que les Rwandais sont impliqués, car les gens qui se battent comme les M23 sont de l'ordre de Tutsi, mais ils sont des Congolais. Ils viennent de Kivu. Le fait qu'une frontière a été planifiée par les colonialistes et qu'elle a été placée dans un pays qui est maintenant connu comme le DRC, qui à l'époque était connu comme le Zaïre ou le Congo-Kinshasa, ne les rend pas rwandais. Donc les M23 ont été formés délibérément parce que les gens qui se sont alors chrétiens comme les Banyamulenge pensaient qu'ils étaient discriminés. Ils pensaient que l'administration congolaise au Kinshasa leur disait d'aller en Rwanda, qui n'est pas leur pays. C'est quelque chose qui a été débattu depuis longtemps. En 1996, quand le pays était encore connu comme le Zaïre, le précédent président de la Tanzanie, le célèbre Julius Kambara Nyerere, en 1996, lors d'un discours à New York sous le nom de Peace Academy, a dit que nous devions être très clairs que les Banyamulenge ne sont pas rwandais. Les Banyamulenge ou les Tutsis qui sont trouvés au Kivu sont des Congolais car la frontière coloniale les a mis en DRC Congo et certains en Tutsis ne les rendent pas rwandais. Donc les M23 ont été créés délibérément pour protéger les intérêts des Tutsis qui sont des citoyens congolais. Cependant, il faut comprendre qu'il y a eu des accusations et des contre-accusations avec l'administration de Kinshasa qui dit que l'administration de Rwanda aide les M23. Rwanda, pour sa part, a dit que parce que la guerre s'accumule en Rwanda de temps en temps, ils sont toujours en mode défense et parfois en mode offensif. Vous vous rappelez que lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a eu une période où il a visité Kigali et a donné aux Rwandais le droit de se déplacer dans le territoire de la Congo pour s'occuper d'autres groupes rebelles qui étaient une menace à Rwanda. De la même manière qu'il l'a fait aux Ougandais. Le délai est que, diplomatiquement, il y a maintenant un problème entre Rwanda et la République démocratique de la Congo. Les accusations sont que l'administration de Rwanda utilise les M23 pour déstabiliser la DRC et prendre des ressources. Mais je crois que si nous regardons l'issue d'une manière objective, ce n'est pas le temps d'accuser une portion.
c'est le temps de demander à nous-mêmes comment nous pouvons stabiliser cette zone. Et cela va nécessiter, parmi d'autres choses, que tous les combattants soient appelés à un tableau. Les arguments, par exemple, qui viennent de l'administration de Kinshasa qu'ils ne peuvent pas avoir un rendez-vous face à face avec les M23, sont sans mérite. Parce que c'est les M23 qui sont sur le terrain. Et ils sont une force organisée, avec une chaîne de commande claire. Même si c'est vrai que le gouvernement de Rwanda leur a donné du soutien logistique, cela ne prend pas en compte le fait qu'ils soient organisés et qu'ils disent qu'ils sont congolais. Nous devons nous rappeler que de nombreux essais ont été faits pour stabiliser le DRC. Il y a eu de nombreux essais quand il a toujours été appelé Zaïre. Il y a eu de nombreux essais quand il a changé de nom à la République démocratique du Congo. Et il y a eu des initiatives de paix, la plus prominente d'entre elles a été l'initiative de paix par le président João Lourenço de Angola, qui a l'air d'avoir fallu. Il y a eu aussi l'initiative de paix au Nairobi. Et nous devons nous rappeler qu'à un moment donné, tous les pays de l'Est africain ont sanctionné une force africaine pour aller aider l'administration congolaise. Et ils ont expulsé la force africaine et ont invité le SADC. Il faut se rappeler que le DRC est un membre de 2 organisations régionales, peut-être même 3. Mais le plus prominent est qu'ils sont des membres de la communauté africaine et des membres du SADC. Et comme nous parlons maintenant en 2025, c'est les forces SADC qui sont les plus prominentes dans ce domaine. Internationalement, il y a aussi l'ONU, qui a été là depuis très longtemps. Et ce n'est pas la première fois que les M23 ont invité le Goma et ont occupé le Goma. Il y a eu un moment où ils l'ont fait. Mais les choses ont éclaté de manière imprécédente. Avec la conséquence que l'administration Kinshasa a fermé les liens diplomatiques et a demandé à l'ambassadeur rwandais d'arrêter ses activités diplomatiques dans 48 heures. C'est dans ce contexte que le président kényan William Ruto, qui est le président actuel de la communauté africaine, a dit qu'il allait y avoir un rendez-vous urgent pour résoudre le problème. Mais d'où je viens, un rendez-vous si urgent n'aura qu'à stabiliser et peut être appelé à la vérité. Mais il faut regarder les questions à long terme. Je sais que d'autres, à l'extérieur du continent, ont aussi offert de médier. Le président Erdogan de la Turquie a offert de médier, et le Congolais l'a immédiatement éliminé. Ce qui pose la question de comment résoudre le problème du Congo dans le contexte des combattants présents et qui ont démontré qu'ils avaient suffisamment de pouvoir de feu pour dévaster les forces congolaises. Nous parlons beaucoup plus de l'armement M23 et aussi de l'armement Banyamulenge. Mais souvenez-vous que les chercheurs nous disent qu'il y a entre 100 et 120 groupes armés, certains d'entre eux sont des mercenaires et sont impliqués dans les mines de différents endroits du monde. Donc, même si vous avez négocié avec l'armement M23, que faites-vous avec les autres forces armées? D'où je viens, et il y a des gens qui partagent mon point de vue, vous avez besoin d'un examen profond de la situation au Congo. Vous avez besoin d'une conférence qui est une réunion de tous les partis pour voir si le conflit a été médiatisé de manière propre. Je pense que tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest devraient se réunir. Tous les chefs d'État du SADC devraient se réunir. Et peut-être que si l'AEU n'était pas un corps fort, cela serait fait sous l'égide de l'AEU, pour qu'il n'y ait pas de médiateur. Pour comprendre la gravité de la situation, les chefs d'État de l'État devraient agir avec un certain nombre de garanties demandées par les parties impliquées. En plus de ça, nous sommes en danger d'avoir une guerre à l'intérieur et à l'extérieur dans la même manière que nous l'avons eue en 1996 et 1997. Lorsque nous avons eu la Première Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale d'Afrique. Et nous avons eu une guerre similaire en 2001 à 2003.
Il y a donc de la sagesse dans ce qui se passe. J'espère que le 29 janvier 2025, la première rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame, et la présence d'autres chefs d'État, va brûler l'eau. Parce que la brûlure de l'eau va nous assurer qu'on a un chemin vers lequel la paix durable peut être réalisée, et que certaines accommodations puissent être faites. Enfin, il est important de rappeler que c'est inutile pour les chefs africains d'utiliser les frontières créées et héritées pour détruire les populations. L'une des raisons pour lesquelles, en 1963, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, et en 1964, dans le Caïro d'Égypte, il a été agréé de retenir les frontières. Ce n'est pas parce qu'on a voulu les utiliser pour discriminer, mais parce qu'on a pensé que recréer les frontières allait causer des dégâts. Il a aussi été compris qu'elles seraient seulement utiles pour l'administration. Il ne peut pas être vrai que nous parlons de l'unité africaine, nous parlons du mouvement libre des personnes, et ensuite nous commençons à dire que certains sont congolais, certains sont rwandais. Certains sont burundiens. J'espère et prie que ceux qui, pour le moment, sont en position de leadership dans le DRC vont reconnaître et voir la grande picture et négocier. Le geste qu'ils ont pris, qu'ils ne vont pas négocier avec le M23, est, à mon avis, self-défendant. Je comprends que le président Ruto est le président actuel de l'Assemblée des communautés de l'Est africaine, qui a reçu la présidence du président Sabah Mayardekir du Soudan du Sud. Dans ce contexte, je comprends qu'ils réagissent correctement en disant que ce sont des États membres et qu'il faut avoir une réunion urgente. Mais cela me fait croire que vous appelez le président d'un ancien colonisateur et d'un néocolonisateur pour vous dire comment gérer les affaires africaines. Mais tout cela vient d'un règne colonial. Les politiciens africains ont toujours l'idée qu'ils doivent être secondaires et être soutenus par les présidents d'anciens colonisateurs. Nous devons décoloniser notre esprit. Vous n'avez pas besoin de Macron. Vous n'avez pas besoin d'un président pour nous dire comment nous pouvons faire notre propre paix en Afrique. C'est pourquoi ils nous regardent comme si nous étions des garçons et des filles, et qu'ils nous disaient ce qu'ils devraient faire. J'espère que lorsque la réunion des présidents d'anciens colonisateurs sera convenue, les présidents d'anciens colonisateurs diront non, nous ne voulons pas la France, non. Nous ne voulons pas tous ces gens-là. Ils pourraient être des amis de la bonne volonté, mais le territoire doit être défini. Qu'est-ce que nous faisons pour les Africains? Laissez les Africains le faire. Nayer a été si clair sur ce sujet, que la paix durable ne peut être atteinte qu'en étant soutenue par les Africains qui sont les garantistes. Si nous voulons une présence internationale dans la Réunion, il doit être grâce à l'institution des Nations Unies dans laquelle nous sommes membres, non pas d'un pouvoir étranger. Macron a démontré non pas une fois, non pas deux fois, qu'il a un grand soutien pour l'Afrique. Nous devrions l'arrêter. Vous savez, il y a de nombreuses suspicions sur qui est le garantiste et qui est la personne derrière le M23. Il y a des suggestions et des spéculations que le M23, bien sûr, comme nous le savons, c'est dans le domaine public que le Rwanda est derrière eux. Il y a ceux qui argumentent que la France est derrière eux. Il y a ceux qui argumentent que l'United States les soutient. Ces arguments existent. Mais même si c'était vrai, je crois que c'est les pays africains qui devraient examiner ce qui se trouve sur le sol. Et si les Français sont impliqués d'une façon ou d'une autre, c'est notre devoir d'assurer que ces cordes sont coupées. Mais finalement, une des choses qui doivent être faites, même si nous blâmons les autres, ce n'est pas de gérer les symptômes, mais de gérer les coûts fondamentaux. Je sais qu'il y a beaucoup d'individus, l'un d'entre eux a écrit plus de 20 livres. Et dans ces 20 livres, ce qu'il fait c'est faire toutes sortes d'accusations contre la Rwanda et contre LM23.
Et cet individu a été l'un des collègues qui a été cité comme l'un des autorités dans cette zone. Mais quand vous lisez certains de ces livres, vous voyez que l'idée est de démoner la Rwanda, l'idée est de démoner le M23. L'idée est de démoner l'organisation qui essaie d'emphasiser la signification de résoudre ces questions comme une question qui ne peut pas être résolue par les Congolais. J'ai toujours eu l'idée que s'il y avait une administration à Kinshasa qui voulait résoudre tous les problèmes des Congolais, il ferait ce que j'appelle la réunion de tous les Congolais, à laquelle tous les combattants seraient présents. De cette façon, les problèmes seraient résolus. Je crois qu'à un moment donné, des bishops catholiques d'origine congolaise ont fait cette suggestion. Il y a d'autres leaders congolais importants qui ont aussi voulu résoudre ces problèmes. Je crois qu'il y a Fayulu, je crois que Dr Mukwege est l'un des collègues qui a parlé de tout ça. Ils ont peut-être leur propre biais, mais c'est le moment. Quand votre maison est en feu, vous ne mettez pas d'huile, vous cherchez de l'eau. Quand un rat est dans votre maison, vous ne brûlez pas la maison, vous enlevez le rat. Et quand la maison de vos voisins est en feu, vous les aidez pour qu'il ne se répand pas. La sagesse de l'occasion, c'est que nous avons ces rencontres, et parce que ces rencontres nous aideront à identifier qui sont les sponsors, qui sont les garantistes, et de cette façon, nous résoudrons le problème, j'espère, une fois et pour toutes. Le président Kagame doit être compris à différents niveaux. Le niveau numéro 1, c'est qu'il était un réfugié après le premier génocide en 1959, et sa famille était en Ouganda pendant très longtemps, souffrant de la discrimination et de l'aliénation. Et quand il était dans cet espace, il a participé ensemble avec le président Yoweri Kaguta Museveni en libérant l'Ouganda quand il était partenaire de l'NRA et de l'NRM. Et nous devons aussi se rappeler que c'est lui et ses camarades qui étaient à l'avant pour arrêter le génocide en 1994, lorsque, comme nous le savons, environ 801 millions de personnes ont été massacrées d'une manière complètement imprécédente sur le continent d'Afrique. Il doit donc être compris dans le contexte du génocide, et qu'il est un leader qui a émergé de cet espace. Et quand les gens ont appelé le président Kagame un dictateur, je l'ai dénoncé, je l'ai dit. Kagame est un disciplinaire et son approche disciplinaire est informée par les réalités sur le sol de l'Ouganda. Et il faut se rappeler qu'à l'intérieur de l'Ouganda, il y a aussi des gens qui se sont éloignés, des gens qui appartenaient au vieux régime de Habyarimana et qui sont dans l'armée. Et des citoyens qui sont impliqués dans le massacre du Tutsi et des Hutus modérés à Talaraemwe, qui sont en fait dans la République démocratique du Congo. Et quand il est dit que Kagame est un expansionniste, et qu'il a été accusé d'être un expansionniste, en fait, il et le président Yoweri Museveni ont été accusés de vouloir créer ce qu'on appelle le royaume du Tutsi. Je n'y crois pas. Je suis d'accord que ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de dire qu'on a un territoire dont l'intégrité on veut protéger. Que vous essayez d'imposer sur nous des personnes avec lesquelles on a des liens filiaux, avec lesquelles on a le même sang, la même peau, mais qui, à cause des frontières coloniales, sont en fait congolais, et qu'on doit être sur un point de défense. Pour comparer lui, par conséquent, à Poutine, qui appartient à une disposition différente dans un environnement différent. Il faut faire preuve qu'il se trouve comme un leader avec ses compagnons en armes dans une époque post-génocide et qu'il essaie de reconstruire une société. Ce processus de reconstruction demande que l'on soit éternellement vigilant car les perpétrateurs du génocide, la plupart d'entre eux, sont encore vivants et bien. L'un peut même avoir des idées génocides et qu'on ne peut pas les défendre. De la même manière, Poutine dit qu'on doit protéger les gens du stock russe où qu'ils soient. Kagame dit aussi, selon ses commentateurs, qu'on va protéger les gens du stock Tutsi où qu'ils soient. Je pense que cet argument a l'air très logique, mais sa logique mourra lorsque l'on se rend compte que dans le cas du Rwanda, les gens du stock Tutsi dans la République démocratique du Congo sont en fait des Congolais.
dans le cas de la Russie, on doit aussi se rappeler qu'aujourd'hui, l'Ukraine ou la Russie font partie de l'Union soviétique. Parfois, cette comparaison n'est pas sans mérite. Elle n'est pas sans mérite, en particulier quand on regarde l'histoire et les circonstances. Mais je crois que les raisons philosophiques ou sociales qui informent la manière dont ils se comportent sont un peu nuancées. Mais il y a un sens dans lequel, quand les historiens écrivent, il serait vrai de dire que certaines boîtes sont fermées pour le président Poutine et pour le président Kagame en protégeant leurs propres. Dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, Goma est la plus grande ville. Rappelez-vous que c'est une zone de minage. C'est une zone de minage et les mines qui sont trouvées dans le Congo oriental, que ce soit de l'uranium, du cobalt, de la terre rare ou de l'or, la plus grande zone d'or est trouvée dans Goma. C'est aussi la ville qui vous connecte avec l'Est de l'Afrique, que ce soit l'Ougande, le Kenya, la Tanzanie ou l'Afrique interne. C'est donc très important en ce sens, à cause de l'absence d'une bonne infrastructure dans le DRC. Le Congo est un pays qui a très peu de routes, donc quand vous partez de Kinshasa ou Kisangani ou Bukavu, vous arrivez à Goma. Donc Goma est vraiment important pour le Congo oriental, qui est la maison des mines et où, quand le DRC se stabilise, c'est en fait la fontaine de ses recherches. Quand vous prenez Goma, vous atteignez le cœur du Congo oriental. On ne peut jamais dire jamais, et c'est pourquoi certains d'entre nous disent qu'il faut arrêter quand vous voyez le MR23 prendre Goma, ils disent en fait qu'on peut marcher vers Kinshasa. Et ça s'est déjà fait pendant l'administration de la Kabila. C'est aussi possible que l'administration de Kinshasa ne s'arrête pas et ne les regarde pas marcher. Ils inviteraient leurs amis comme ils l'ont fait auparavant. Et s'ils l'ont fait, vous auriez à nouveau différents pays dans l'Afrique du Sud ou l'Afrique centrale. Et personne ne veut ça, parce que quand ça se passe, il y aura aussi d'autres pays qui l'aiment quand le Congo est en guerre et dans un état de confusion. Et ce sont des pays qui sont des anciens colonisateurs dont les mains subterranées sont toujours présentes. Parce qu'un Congo instable et une Afrique instable est un bon lieu de chasse. Donc nous prions et espérons et au-delà de ça, les dirigeants politiques doivent faire tout leur possible pour s'assurer que ça ne se passe pas. La décision, à mon avis, de briser les liens diplomatiques avec la Rwanda qui a été faite, à mon avis, doit être revendiquée. Vous devez garder une sorte d'engagement même dans les moments les plus difficiles. Vous devez avoir des temps où vous avez leur capacité et leur désir de négocier et d'engager pour que vous continuiez de parler. Parce que quand vous arrêtez de parler, c'est quand le chaos commence. Donc je suis d'accord que chaque effort doit être fait et qu'il doit y avoir une diplomatie pour s'assurer qu'on n'ait pas une autre guerre du Congo. Parfois, quand j'écoute les officiers de l'ONU parler aux médias et qu'ils disent que notre mandat était de garder la paix, comment vous gardez ce qui n'est pas là? Il n'y a pas de paix dans le premier lieu. Et ils disent qu'on ne pouvait pas arrêter les combattants parce que notre mandat était seulement de garder la paix. Donc ils entrent dans l'arène et ce n'est pas un désespoir pour les scouts enfants et les guides femmes. Mais ils entrent dans une situation de guerre comme si c'était des scouts enfants et des guides femmes et qu'ils donnaient du confetti aux combattants. Non, ce sont des armes vides, des armes vides, des armes vides. Ce sont des gens avec des armes vides. Donc la mission de la paix doit réviser son mandat et je crois que le Conseil de sécurité, cette idée que le secrétaire général de l'ONU envoie un envoi de paix dans une situation de guerre, n'a pas de mérite. Il manque l'appréciation de la situation comme elle est sur le sol. C'est pourquoi MONUSCO a été une erreur monumentale. Ils ont été accusés de beaucoup de choses qui ne sont pas dans le meilleur intérêt de la République démocratique du Congo. Leur mandat doit être révisé. Lorsque vous enforcez la paix doit être présente.
Même si elle n'est pas présente, même si elle est ténueuse, il doit y avoir l'habilité et le désir de faire certaines choses de manière propre. Il y a une belle expression en Kiswahili, amani aiji ailekveshaya upanga, la paix ne vient qu'à l'épaisseur de la clé de la poignée. Vous savez, ceux qui regardent la situation demanderont la question, au-delà de l'analyse, au-delà de la lamentation, comment résoudre le conflit? L'histoire est consistante. Tous les conflits ont toujours été résolus par le moyen des négociations. Et les négociations ont toujours fonctionné. 10 fil is longé dans 30 minutes. Go unlimited at turboscribe.et to transcribe file up to